Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. La semaine dernière, je vous ai donné la liste des 5 premiers livres au pouvoir de transformation. Dans ce nouvel épisode, on va voir la suite de cette liste. Donc, sans plus attendre, voici les 5 livres qui, selon moi, ont le pouvoir de changer bien des choses. Le 5e livre est Babel No More de Michael Erhard. Ce 5e livre est encore un livre sur les langues, une investigation qui repousse nos limites cognitives. Nous avons tous appris au moins une langue quand nous étions enfants. Mais est-il possible d'en apprendre 6 ou même 72 ? Pour ce livre, l'auteur part à la rencontre des plus grands super apprenants de notre histoire. Il part à la recherche des secrets des plus grands polyglottes, comme l'italien Giuseppe Mezzofanti, qui était connu pour parler 72 langues. À travers sa quête, l'auteur rencontre les plus grands polyglottes contemporains, comme Alexander, qui donne à l'auteur un aperçu de ce qu'est la vie d'un polyglotte et tout le travail impliqué pour apprendre et maintenir autant de langues. Ce livre ambitieux parle donc des langues. L'auteur explore les limites de nos capacités d'apprentissage et d'utilisation des langues. Il nous permet ainsi de nous éclairer sur nos capacités cachées et de faire ressortir le potentiel en chacun de nous. Voici un de mes passages préférés tirés de ce livre. Les études ont démontré que les personnes qui avaient le plus de succès avec les langues ont tendance à être plus ouvertes pour les nouvelles expériences que la plupart des gens. En fait, il semblerait que nous ayons une sorte d'ego de notre langue natale, que nous devons perdre et diminuer pour apprendre une autre langue. Ceux qui ont un ego moins fort, moins développé, comme par exemple les enfants ou les gens ivres, s'identifient moins avec leur langue natale et donc arrivent plus facilement à parler une autre langue, à parler une langue étrangère. Donc voilà. Si on ne devait retenir qu'une chose de ce livre, c'est que la clé du succès avec les langues est de ne pas trop s'identifier avec sa langue natale. Le 4e livre de ma liste est le livre de Viktor Emil Frankl. Retrouver le sens de la vie. Ce petit bijou plein de sagesse nous parle de comment le fait d'avoir des objectifs dans la vie peut influencer le destin d'une personne. Viktor Emil Frankl était un prof de neurologie et de psychiatrie, connu pour avoir mis en place une nouvelle thérapie qu'il a baptisée la logothérapie. Une thérapie qui prend en compte la dimension de sens de la vie de la personne. En gros, il préconisait de retrouver un sens à sa vie, d'accomplir des actes qui ont de la valeur pour guérir et retrouver la joie de vivre. Viktor Frankl estime qu'une des principales causes de névrose est la perte de sens. Il défend la thèse selon laquelle l'inconscient est principalement des sens spirituels, car lorsqu'on trouve un sens aux événements de sa vie, la souffrance diminue et la santé mentale s'améliore. C'est à travers son expérience des camps de concentration que Frankl a développé cette interrogation sur le sens à la vie. Et c'est justement cette expérience qu'il nous décrit dans ce livre. En fait, j'ai eu une période où je me suis beaucoup interrogé sur l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu énormément de livres sur le sujet, sur les camps de concentration, sur la résistance, sur les fronts de combat, sur la vie sous l'occupation, etc. Mais ce livre est particulier. Il n'est pas seulement un récit qui documente l'horreur des camps, mais plutôt une analyse très poussée et passionnante sur comment l'homme perçoit cette horreur. Pourquoi certains ont eu la force de tout faire pour survivre alors que d'autres se sont laissés mourir. Pourquoi certains sont devenus des héros alors que d'autres sont devenus des tortionnaires. À travers son expérience horrible de camp, l'auteur nous permet de comprendre un peu mieux le poids de nos choix, pourquoi il faut suivre nos valeurs pour atteindre nos objectifs et accomplir notre destinée. Ce livre est empli de sagesse. Des sagesses qui sont importantes et permettent de reprendre sa vie en main. Selon l'auteur, la vie n'est pas seulement une quête de plaisir. Ce n'est pas non plus une quête de pouvoir. Mais c'est une quête de sens, une quête de signification. La plus grande tâche d'un homme est de retrouver le sens de sa vie. Pour cela, il y a 3 voies possibles. À travers le travail, en faisant quelque chose qui a de la valeur. À travers l'amour, qui mène à l'établissement de liens significatifs et favorise le contact avec la nature et l'art. Et la voie de la transcendance, qui incite l'individu à adopter une attitude positive face à la mort et aux souffrances inévitables. Voici 2 de mes passages favoris tirés de ce livre. Le premier, des forces externes, bien au-delà de votre contrôle, peuvent vous prendre tout ce que vous avez. Mais elles ne peuvent pas vous prendre une chose, votre liberté. La liberté de comment vous allez réagir face à une telle situation. Vous ne pourrez pas contrôler tout ce qui va vous arriver. Mais vous pouvez toujours contrôler vos sentiments et comment vous allez agir face à cette situation. Et la deuxième citation tirée de ce livre,
Un homme qui prend conscience de la responsabilité qu'il a envers un être humain qu'il attend affectueusement ou pour un travail inachevé ne pourra jamais baisser les bras parce qu'il connaît le pourquoi de son existence. Il sera capable de supporter presque tout. Donc ce livre nous fait comprendre l'importance d'avoir des objectifs dans la vie, des relations humaines et de faire quelque chose qui a de la valeur. Il m'a permis personnellement de me redonner confiance en moi et de me donner le courage nécessaire pour poursuivre mes multiples projets, même dans les moments difficiles où on a l'impression que tout ce qu'on fait est en vain. Le troisième livre est un peu spécial et j'en parle souvent dans mes formations. Aventure au cœur de la mémoire de Joshua Foer. Ce livre a une importance toute particulière pour moi, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert toutes les forces cachées de notre cerveau et de notre mémoire. Que j'ai découvert que nous avons tous la capacité de décupler nos facultés cognitives. Il m'a tellement influencé que c'est notamment grâce à lui que j'ai créé le site Super Apprenant, mes formations et ce podcast pour vous aider à reprendre confiance en vos capacités et à atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. Aventure au cœur de la mémoire est un ouvrage insolite qui aborde la question de la mémoire humaine dans un style à la fois vif, léger et d'une rare intelligence scientifique. Joshua Foer y dépeint la surprenante histoire culturelle de la mémoire et propose des méthodes pour en comprendre le fonctionnement. Lui-même, après un entraînement de seulement 1 an, s'est retrouvé champion des États-Unis de mémorisation. Coaché par des athlètes mentaux et des maîtres de la mémorisation, Joshua Foer a appris les techniques anciennes utilisées par les plus grands orateurs pour retenir leurs discours et les philosophes médiévaux pour mémoriser des ouvrages entiers. En appliquant ces méthodes, le journaliste découvre que chacun est en mesure d'améliorer sa mémoire. Ce livre ne vous dévoilera pas vraiment des techniques de mémorisation pour mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations. Mais il est une introduction passionnante et drôle sur le monde de la mémoire, sur l'histoire des techniques de mémorisation et des champions de la mémoire. Je vous le conseille donc vivement. Mais la vraie force de ce livre ne réside pas là. Sa vraie force est de nous démontrer que nous aussi, en fait tout le monde peut mémoriser des informations facilement et que c'est bien plus ludique et efficace que l'en faire du par cœur. En parlant de ça, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à une formation vidéo gratuite qui vous donnera les fondamentaux pour mémoriser mieux. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver le lien dans le descriptif de ce podcast ou en allant sur mon site superapprenant.com. Voici un de mes passages favoris. Comment nous percevons le monde et comment nous agissons sont les produits de ce que nous avons assimilé et mémorisé durant toute notre vie. Aucune blague, aucune invention, aucune œuvre d'art ne serait possible si nous n'avions pas de souvenirs. Notre capacité à blaguer, à faire des liens entre des notions jusqu'à la déconnecter, notre capacité à créer de nouvelles choses, de nouvelles idées et partager une culture commune ne dépendent que d'une seule chose. Notre mémoire et notre faculté à mémoriser. Maintenant, plus que jamais, alors que le rôle de la mémoire s'érode plus rapidement que jamais, nous devons cultiver notre capacité à mémoriser et à nous souvenir. Nos souvenirs font de nous ce que nous sommes. Ils sont le siège de nos valeurs et la source de notre caractère. Concourir pour voir qui peut mémoriser le plus d'informations possible peut sembler à première vue complètement dénué de sens. Mais il s'agit en fait de prendre position contre l'oubli et d'embrasser nos capacités primaires dont la plupart des gens sont devenus étrangers. L'entraînement de la mémoire, ce n'est pas juste être capable d'impressionner ses amis. Il s'agit de nourrir et d'entretenir quelque chose profondément et essentiellement humain. Pour la tête de mon classement, on va changer un peu de genre et de registre. Jusqu'à là, mis à part Le Petit Prince, je vous ai donné que des livres de non-fiction. Nous allons désormais voir 2 romans absolument géniaux qui ont un grand pouvoir de transformation. Celui qui arrive deuxième sur mon podium est le livre français La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Ce roman était mon livre préféré pendant très longtemps, avant d'être détrôné par le roman qui a désormais la première place de mon classement. Ce livre décrit 2 versions de l'histoire d'une même personne, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'Hitler lui-même. Donc on suit en parallèle 2 histoires. D'un côté, la vraie histoire d'Hitler avec son ascension au pouvoir, et une autre histoire fictive, la vie d'Hitler s'il avait été reçu aux Beaux-Arts à Vienne, s'il avait été dès son plus jeune âge un être accompli. Le livre est structuré autour de cette problématique. Qu'est-ce qui se serait passé si? Que se serait-il passé si Hitler n'avait pas été recalé de l'école des Beaux-Arts de Vienne? Que serait-il arrivé si, à cette minute-là, le jury avait accepté et non refusé Adolf Hitler? Si le jury avait flatté puis épanoui ses ambitions artistiques? Cette minute-là aurait changé le cours d'une vie, celle du jeune, timide et passionné Adolf Hitler. Mais elle aurait aussi changé le cours du monde. Ce livre, à travers ces 2 histoires passionnantes, est en fait un livre sur le choix. Le choix qu'un homme peut faire et comment ce choix peut changer le monde. En bien, mais aussi, et c'est le cas ici, en mal. Un homme est fait de choix et de circonstances. Personne n'a de pouvoir sur les circonstances, mais chacun en a sur ses choix. Encore plus que ça, ce livre nous fait profondément réfléchir sur nos choix et sur les choix que nous aurions faits face à une catastrophe comme la Seconde Guerre mondiale. Il est facile de se dire que nous serions des héros, mais en réalité,
Personne ne sait vraiment ce qu'il aurait été tant qu'il n'a pas été confronté à l'horreur de la guerre. Personne ne sait quel choix il prendrait tant qu'il n'a pas été confronté à une situation X ou Y. Ce livre arrive à faire quelque chose de très fort et à la fois quelque chose de très choquant. Il arrive à nous faire éprouver une certaine compassion pour le maître du mal, Hitler. Voici un de mes nombreux passages préférés. L'erreur que l'on commet avec Hitler vient de ce qu'on le prend pour un individu exceptionnel, un monstre hors norme, un barbare sans équivalent. Or, c'est un être très banal comme le mal, banal comme toi et moi. Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. Qui sait d'ailleurs si, demain, ce ne sera pas toi, ou ça ne sera pas moi. Qui peut se croire définitivement à l'abri d'un raisonnement faux, du simplisme, de l'entêtement ou du mal, infligé au nom de ce qu'on croit le bien. Tel est le piège définitif des bonnes intentions. Bien sûr, Hitler s'est conduit comme un salaud et a autorisé des millions de gens à se comporter en salaud. Bien sûr, il demeure un criminel impardonnable. Bien sûr, je le hais, je le vomis, je l'exècre, mais je ne peux pas l'expulser de l'humanité. Si c'est un homme, c'est mon prochain, pas mon lointain. Je recommande ce livre absolument à tout le monde. D'une part parce qu'il est magnifiquement écrit et parce qu'il nous permet de nous identifier à la part d'un autre. Il nous aide à mieux comprendre pourquoi certaines personnes font le choix de servir le mal plutôt que le bien. Et enfin, roulement de tambour, mon livre préféré est un livre bizarrement très peu connu en France, mais qui est un best-seller dans le monde anglophone. Ce livre est Shantaram de Gregory David Roberts. En fait, j'aime tellement ce bouquin que je suis ému et triste juste en parlant. Ému parce que je me remémore les 1000 pages d'aventures absolument magnifiques, pleines d'amour, d'aventures, de tragédie, de violence et de sagesse. Mais aussi triste, parce que des fois, j'aimerais revenir en arrière. N'avoir jamais encore lu ce livre pour pouvoir le découvrir de nouveau. Me perdre une nouvelle fois dans cette histoire, dans cette vie. Je suis aussi triste parce que ça fait plus d'1 an que j'ai lu ce livre et depuis, j'ai jamais réussi à lire un autre roman. Parce qu'il est très difficile de se faire transporter par un autre livre quand on a connu une œuvre telle que Shantaram. Shantaram, c'est le roman le plus complet qu'on puisse trouver. Et en plus, il y a tout dedans et en plus, c'est merveilleusement bien écrit. On y trouve tout. L'aventure, la joie, la tragédie, l'humour, le voyage, le dépassement de soi. Et surtout, à chaque page, et il y en a plus de 1000, on trouve des perles de sagesse. Ce livre raconte l'histoire de son auteur lui-même. Dans les années 1980, Lynn, donc l'auteur de ce livre, s'évade d'une prison australienne et s'envole pour Bombay. C'est alors le début d'un long parcours initiatique, au cours duquel sa vie sera bouleversée. Docteur dans un bidonville avant d'intégrer la mafia de Bombay, Lynn connaîtra l'amour, mais devra aussi faire face à la trahison et à la violence. Grande fresque épique, ce roman brosse le portrait d'une Inde terriblement humaine. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'auteur a réécrit 3 fois ce livre. 3 fois parce que par 2 fois, on lui a brûlé le manuscrit de ce livre. Ce livre est un pur chef-d'œuvre. Un livre rare qui laisse une trace à jamais dans le cœur de tous les lecteurs. Voici une parmi mes centaines de passages favoris. Car voilà ce que nous faisons. Nous mettons un pied devant l'autre. Nous levons les yeux encore une fois vers le monde, qui grogne et qui sourit. Nous pensons, agissons, ressentons. Nous apportons notre petite contribution aux vagues de bien et de mal, qui rythment le monde comme une marée. Nous traînons notre croix et ses ombres vers l'espoir d'une autre nuit. Nous poussons notre cœur courageux vers les promesses d'un nouveau jour. Car aussi longtemps que nous faisons attendre le destin, nous sommes vivants. Donc, si vous ne savez pas quoi lire cet été, durant vos vacances, je vous conseille absolument ce livre d'une beauté pour moi inégalée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé ces 2 épisodes un peu particuliers et surtout, j'espère qu'ils vous ont donné l'envie de lire. Il y avait de tout dans cette liste. Je referai sûrement un épisode sur les 5 meilleurs livres dans le cadre langue, mémoire et apprentissage. Mais en attendant, vous pouvez retrouver la liste de 10 livres au pouvoir de transformation en allant sur mon site superapprenant.com ou en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Excellente journée à vous, excellente lecture et à très bientôt. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.